Merci Maya Gratier de bien vouloir intervenir aujourd'hui. Vous êtes professeure de psychologie de développement à l'Université Paris-Nanterre et directrice adjointe du laboratoire Éthologie, Cognition, Développement. Vous êtes responsable du Babylab Nanterre et vos travaux portent sur le développement de la communication et de la musicalité entre les adultes et les bébés de la naissance à 1 an. Et vous avez été experte de la commission des 1000 premiers jours. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de cette attention esthétique des bébés. Merci. Bon, alors je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être à cette journée. Ça fait du bien, c'est vrai, d'entendre et de faire partie de ce que Sophie décrivait comme l'élan qui est assez palpable parmi tous les professionnels et tous les spécialistes réunis ici. Donc moi, je vais vous parler de l'attention esthétique des bébés du point de vue donc, des sciences du développement humain. Et je vais faire un petit tour assez rapide de ce qu'on sait aujourd'hui sur les préférences esthétiques essentiellement des bébés. Donc, je vais essayer de répondre à la question, est-ce que les bébés ont déjà des préférences esthétiques et à quel moment et comment se développent ces préférences? C'est une question très très importante puisque de la réponse à cette question dépendra notre volonté et l'investissement dans l'attention à ces préférences esthétiques et le fait de devoir faire attention aux qualités esthétiques des environnements, alors pas seulement des environnements pensés comme des espaces artistiques et culturels, mais des environnements habituels. Donc des sons, des objets qui entourent les bébés tous les jours, dans leur vie quotidienne. Donc qu'est-ce que peut apporter une telle attention esthétique au tout petit? Pourquoi est-ce qu'un bébé aurait des préférences esthétiques et serait capable de porter son attention à des objets esthétiques? Quelle est donc son importance pour le développement du tout petit, mais aussi pour la construction des relations avec lui? Alors on peut passer à la diapo suivante. Voilà, je voudrais commencer en fait par rappeler que le tout petit est tout de suite orienté vers les autres personnes. Et il me semble, et je vais essayer de proposer cette idée, que cette attention sociale intense qu'on voit sur ces photos, donc ce regard qui s'oriente tout de suite vers l'autre, les subtils ajustements tonico-posturaux, les mimiques faciales que montrent les nouveau-nés dès la naissance, je vais proposer que cette attention sociale en fait s'apparente ou même s'associe à une forme d'attention esthétique. Alors ça paraît un peu bizarre, mais je vais vous l'expliquer petit à petit. Alors pour revenir à l'attention sociale du nouveau-né, on sait aujourd'hui que même dans les semaines avant la naissance, donc dans cette période, dernier trimestre de la gestation, il y a déjà un mode de pensée chez le fœtus nouveau-né qui est constructif, créatif et qui est anticipatif. Donc il y a bien une cognition qui est aujourd'hui reconnue par les spécialistes. On sait qu'à la naissance, le bébé peut soutenir le regard de l'autre et il entre en relation avec l'autre par des mouvements. Et ces mouvements, d'ailleurs, deviennent beaucoup plus coordonnés lorsqu'il est en lien avec l'autre. Ces mouvements deviennent plus fluides et même, on pourrait dire, plus gracieux. Et ça a été montré il y a longtemps, mais on continue à considérer que le nouveau-né va petit à petit apprendre à se coordonner, que c'est une question de temps. En réalité, c'est aussi une question de relation. Il va être plus coordonné quand l'autre est attentif à lui. Et il est d'ailleurs déjà très sensible au regard de l'autre. Le nouveau-né va regarder beaucoup plus longtemps, va être plus attentif à quelqu'un qui est attentif à lui. Donc quand les regards se croisent. Et il va aussi être plus attentif à quelqu'un qui lui parle, et notamment qui lui parle d'une voix affectueuse. Donc il va se tourner pour l'écouter. Il a déjà une expérience d'écoute avant la naissance. Et on sait aussi que le nouveau-né peut bouger en rythme avec la voix de quelqu'un qui lui parle. Il peut anticiper son rythme et vraiment se caler sur le même rythme pour partager une sorte de danse qui est multimodale puisqu'elle passe du son au mouvement.
et qu'il y a déjà une sorte de traduction de son en mouvement, en toucher, etc. Et le nouveau-né est capable d'imiter les expressions faciales, c'est ce qu'on voit ici, ce bébé qui tire la langue. L'imitation néonatale qui montre que le bébé va faire des efforts très importants pour être dans cette relation à l'autre, en imitant alors des expressions faciales, aussi des sons et même des gestes. Alors, ça lui demande un effort considérable qu'on peut presque voir sur la photo. On sait aujourd'hui, par d'autres méthodes, notamment en prenant des mesures physiologiques, que cette attention sociale demande beaucoup. C'est un investissement important pour le bébé. Et cette attention-là, elle ne dure pas très longtemps. Donc l'attention anticipative du nouveau-né, attention sociale, est à la fois visuelle, auditive, tactile, et tous les sens sont coordonnés, travaillent ensemble dès le départ, et tout est très bien prévu, évidemment, d'un point de vue biologique, avant la naissance. Alors là, on peut passer à la diapo suivante. Alors, on sait aussi que le visage humain est particulièrement attractif pour un nouveau-né. Alors qu'ils n'ont pas vu de visage, ils vont tout de suite s'orienter vers les visages humains et même non humains. Et le bébé va analyser ce visage de manière assez détaillée, et rapidement, la manière de scruter le visage humain va changer. Donc déjà à 2 mois, on voit sur cette image que le bébé va regarder de plus en plus la bouche, pas la bouche, les mouvements de la bouche. C'est ce qui l'intéresse. On sait aussi que très très tôt, à la naissance, les bébés peuvent discriminer des expressions faciales. Et par exemple, ils vont faire le lien entre un visage joyeux et une voix joyeuse, ou un visage triste et une voix plus monocorde. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est que les nouveau-nés manifestent une préférence nette pour des visages que d'autres adultes trouvent beaux. Donc on a là une dimension esthétique évidente. Pourquoi ? Donc les chercheurs ont demandé à plein d'adultes de classer des visages d'hommes et de femmes, et les nouveau-nés ont le même jugement que l'adulte. Donc ils les regardent plus longtemps. Alors ça interroge, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'il y a un canon esthétique de la beauté ? Comment ça pourrait s'expliquer ? Alors une explication qui découle de ces recherches, c'est que ce sont des visages un peu plus symétriques, plus équilibrés, donc les éléments internes ont des relations particulières, mais on se dit tout de suite, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte au bébé d'être attiré par ces visages plus symétriques, plus équilibrés ? Quelle est la fonction de cette préférence-là ? Alors une réponse que les psychologues ont tendance à donner, c'est que c'est adaptatif du point de vue de l'évolution. C'est utile de s'intéresser davantage aux visages symétriques et bien équilibrés parce que c'est le signe d'une bonne santé physique et même mentale. Mais c'est une explication qui, moi, me semble un peu réductionniste. Et il y a peut-être autre chose à explorer dans cette préférence-là qui est assez robuste, donc qui mérite qu'on y trouve d'autres interprétations. Ma proposition serait que cette attention à la symétrie, à l'équilibre, à la composition des éléments est beaucoup plus générale et va orienter le bébé vers d'ailleurs d'autres objets que les visages. Et peut-être qu'en fait les bébés ont juste besoin de repérer le beau dans leur environnement. C'est ça qui est adaptatif. Alors ça recouvre les visages. Donc c'est peut-être pas le visage en lui-même qui est beau, mais ce qu'il permet de partager. Et c'est un peu l'argument que je vais développer. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, depuis les premières études expérimentales sur le bébé menées dans des laboratoires, dans les années 70, on a appris tout d'abord beaucoup de choses sur la perception visuelle. Alors, on a découvert que les bébés, d'abord, à la naissance, voient bien, ce qui n'était pas courant comme connaissance à l'époque. Aujourd'hui, personne ne pense qu'ils sont aveugles. Et donc, on a appris qu'ils perçoivent bien les couleurs et les formes. Et aujourd'hui, j'entends encore l'idée que les bébés, les nouveau-nés ne voient le monde qu'en noir et blanc, ce qui est faux.
Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont attirés par les contrastes marqués. Donc évidemment, le contraste noir-blanc les attire, mais aussi le contraste entre des couleurs saturées. Et les bébés vont chercher la frontière, la limite entre les objets, entre les choses qu'ils voient autour d'eux, parce qu'ils ont besoin d'identifier le plus tôt possible, de repérer, d'anticiper, de repérer des unités dans l'environnement. Donc ils ont besoin de savoir où un objet commence et comment l'objet se détache du fond. Ils ont aussi besoin, par exemple, de savoir où commence et se termine un mot ou une phrase, et comment la parole se détache du brouhaha environnant. Alors ils le font très très tôt. Les nouveau-nés déjà identifient des syllabes, même avant la naissance, et arrivent à discriminer des syllabes. Donc c'est cette question des unités de la perception qui a vraiment obsédé les premiers développementalistes. Ils cherchaient à comprendre comment le tout petit fait sens au milieu d'un environnement très bruyant, comment petit à petit le bébé va identifier et organiser donc les événements qui l'entourent. Alors on sait depuis cette époque, depuis les années 70, que les tout petits préfèrent les lignes courbes aux lignes droites et aussi les formes concentriques. On sait qu'ils préfèrent regarder des scènes visuelles complexes, donc composées de plus d'éléments plutôt que de moins d'éléments. Donc ça c'est un peu contre-intuitif. On sait qu'on a tendance à simplifier l'environnement pour les bébés, mais on sait depuis longtemps qu'en fait ils préfèrent la complexité. Une étude plus récente montre que les bébés de 4 mois identifient non seulement un objet d'après sa forme, mais aussi l'associent à son nombre. Alors c'est compliqué, ça veut dire qu'ils ont fait une analyse vraiment triadique, de relations triangulaires entre l'objet, l'éclairage et l'ombre spécifique qui est produite. On peut passer à la diapo suivante. Et il y a une autre découverte majeure dans mon domaine qui est la découverte d'une préférence dès la naissance pour le mouvement biologique. Alors le mouvement biologique, c'est ce qu'on voit là-haut. On l'analyse en mettant des capteurs lumineux sur des corps, humains et non humains, et puis on montre aux sujets, aux participants de l'étude, juste les points lumineux. Donc on a fait ça il y a très longtemps avec les adultes, et on a fait des découvertes étonnantes, c'est-à-dire qu'à partir de quelques points lumineux, on infère des tas de choses. Par exemple, on sait si on a affaire à un homme ou une femme, peut-être plus aujourd'hui. On sait aussi si la personne se baisse pour soulever un poids, si elle soulève quelque chose de lourd ou de léger, etc. À partir, donc c'est des choses que tout adulte arrive à identifier. Et des chercheurs donc, ont montré ce genre de dispositif aux bébés, aux nouveau-nés, et ont découvert qu'il y a une nette préférence pour des mouvements qui correspondent à un être vivant. Et là, vous voyez, c'est une poule qui marche. Donc ils préfèrent voir une vraie poule qui marche, mais juste à partir des points lumineux, qu'un équivalent qui serait beaucoup plus mécanique ou plus avec une translation parfaite des points. Donc il y a quelque chose dans l'imparfait du mouvement biologique qui attire. On ne sait pas très bien pourquoi il y a cette attraction. Alors il y a toujours évidemment l'explication évolutionniste qui marche encore une fois. Ça serait d'une part une preuve du besoin biologique de sociabilité du bébé, mais aussi la preuve que notre espèce a évolué en lien avec d'autres espèces avec lesquelles l'humain a cohabité longtemps. La question du mouvement est intéressante. J'ai dit tout à l'heure que le bébé devient lui-même plus gracieux quand il est en relation avec quelqu'un. Il ne faut pas oublier que jusqu'à 9-12 mois, un bébé ne se déplace pas tout seul et que les bébés font cette expérience continuelle qui est pour un adulte assez troublante, c'est d'être porté, d'être manipulé, d'être touché. Si on se mettait 5 minutes dans la peau d'un bébé, on trouverait ça très étrange. Alors quand ils sont portés, manipulés dans leur vie quotidienne,
En fait, les bébés organisent leur propre tonus, leur corporéité en relation avec l'autre. Et tous ces petits ajustements, si on les ralentit, ça ressemble vraiment, encore une fois, à une danse. Il y a une dimension esthétique qui est dans cette relation même, qui est une sorte de petite danse. Si l'adulte, avec le bébé, il prend soin, fait attention à ça. Donc, bouger en synchronie, trouver ce juste ajustement à l'autre, le bon équilibre, c'est peut-être déjà une expérience esthétique. Alors, peut-être que ça nous amène à redéfinir un peu l'idée qu'on se fait de ce que c'est que l'esthétique, évidemment. Et peut-être que le soin et la beauté sont beaucoup plus liés qu'on imagine. Donc, l'expérience de la synchronie, qui survient dans la vie quotidienne dès la naissance, dès que les adultes et les bébés se donnent de l'attention, dès qu'ils croisent leurs attentions et s'intéressent ensemble au monde, il se passe quelque chose d'étonnant qu'on a découvert. Enfin, on connaissait ce phénomène depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un véritable couplage cerveau à cerveau dans ces moments-là, ces moments de synchronie adulte-bébé, qui sont des moments brefs dans la vie quotidienne, surtout avec les tout petits, c'est des moments qui ne durent pas très longtemps, mais ce sont des moments pleins de potentiel, des moments qui participent aux transformations vraiment biologiques du cerveau. Alors, le domaine qu'on connaît le mieux en psychologie du développement autour de la question de l'esthétique, c'est le domaine musical. C'est là qu'il y a eu beaucoup d'études, il y a très peu d'études en réalité sur les préférences esthétiques. Mais dans le domaine musical, on sait, alors Sophie l'a évoqué ce matin, cette écoute prénatale qui permet au bébé de relier l'avant et l'après, puisqu'il y a une reconnaissance de la voix maternelle avant la naissance et après la naissance. C'est très important. Alors le nouveau-né n'a pas du tout la même expérience dans le domaine visuel. Et pourtant, très vite, le visuel et le sonore sont connectés et vont se relier très très vite après la naissance. Et les expériences multimodales des personnes vont évidemment participer au développement fulgurant du cerveau dans la première année. Voilà, donc il y a une préférence pour la voix maternelle, pour les mélodies aussi. On sait donc le fœtus est à l'écoute de son environnement. C'est un environnement bruyant, mais déjà il peut repérer donc ces unités qui se détachent du fond. Et l'unité la plus cohérente pour le fœtus, c'est la voix maternelle, qui est organisée donc dans le temps, qui s'organise dans un espace de hauteur du son, de timbre, etc. Donc la voix maternelle est déjà une proposition musicale faite au fœtus et qui va être mémorisée très tôt. Alors on sait aussi que l'écoute de la musique va avoir impliqué des activations cérébrales très spécifiques. Quelque part, notre cerveau est prêt à entendre de la musique et à l'analyser, puisqu'il y a déjà une perception spécifique des intervalles de hauteur, de la tonalité et de la pulsation. Alors cette compétence rythmique est vraiment essentielle, mais elle n'est pas séparable du reste. On sait aussi que l'écoute du bébé va se spécialiser pendant toute la première année et on le connaît bien dans le domaine langagier, donc les tout petits écoutent très attentivement la parole, ils vont s'orienter tout de suite vers la parole et encore plus vers la parole qui leur est adressée, donc qui a cette qualité affectueuse. On sait que quand ils entendent parler, ils analysent ce flux de paroles. Alors ils identifient des unités et ils identifient un très grand nombre d'unités. Et petit à petit, au cours de la première année, ils vont commencer à écouter de manière de plus en plus sélective. Donc ils n'entendent plus certains sons, mais ils entendent encore mieux les sons pertinents pour eux, donc ceux de leur langue maternelle. Et puis s'ils sont bilingues, ils peuvent entendre les sons de plusieurs langues. Et il y a un phénomène similaire qu'on a découvert beaucoup plus récemment sur la musique. Donc ils vont aussi écouter de plus en plus sélectivement les musiques, le style musical, les patterns musicaux qui sont les plus fréquents dans leur environnement.
et ils vont avoir des attentes beaucoup plus spécifiques dessus à la fin de la première année. Voilà, donc là, on sait pas mal de choses sur l'écoute musicale, pas tant sur la dimension esthétique à vrai dire, mais on sait que les bébés sont extrêmement attirés par le son musical et non seulement ils écoutent, mais ils ont cette écoute active, mnésique, puisqu'ils s'en souviennent. Ils retiennent très bien les contours mélodiques, les mélodies des chansons et les contours mélodiques d'ailleurs de la parole. Ils vont très tôt, à 5 mois, bien connaître certaines chansons et pouvoir anticiper la mélodie. Alors avant ça, ils anticipent le rythme. Ils sont tout de suite. L'humain est un être de rythme avant tout, et ça c'est évident à la naissance. Alors ils discriminent aussi le son, ils analysent les rapports de hauteur, et ils vont préférer les rapports simples aux rapports complexes. C'est pour ça qu'ils préfèrent la consonance à la dissonance. Ce qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres espèces animales. Les oiseaux qui chantent préfèrent aussi la consonance à la dissonance. Donc ça semble être... On commence à identifier d'ailleurs des universels en musique. C'était longtemps un gros mot de parler d'universalité en musique, mais ça revient aujourd'hui, notamment à partir de cette somme de recherches qu'on a sur la perception musicale du bébé. Voilà, donc on peut passer à la suivante. Alors, comment est-ce que les bébés font cette expérience musicale dans leur vie quotidienne ? Eh bien, d'abord parce que les adultes, sans même s'en rendre compte parfois, chantent beaucoup pour et surtout avec les bébés. Alors, les adultes chez nous sont assez timides et pensent ne pas connaître les chansons ou ne pas chanter juste, etc. Mais si on s'éloigne un petit peu de notre moment historique un peu bizarre et notre contexte, on se rend compte que les adultes ont toujours chanté beaucoup, beaucoup pour les bébés. C'est pour ça qu'il y a des répertoires, des traditions orales enfantines aussi riches partout dans le monde et qui tendent un peu à disparaître par endroits, tout comme les langues d'ailleurs. Mais en tout cas, les adultes chantent même chez nous, ils chantent sous la douche et avec les bébés sans que ce soit complètement conscientisé. Ils peuvent chanter tout ce qui leur passe par la tête. Pourquoi ? Parce que le bébé appelle ça chez l'adulte, puisque les bébés montrent avec leur corps et avec leur attention à quel point la parole rythmée et la mélodie les attirent et les intéressent et maintient leur attention. Donc ils sont particulièrement attentifs à ça. On sait aussi que la mélodie facilite l'apprentissage de la langue. Alors on le sait chez le tout petit, on le sait aussi chez l'adulte ou le jeune adulte, en tout cas dans l'apprentissage des langues étrangères. Chanter une langue étrangère facilite l'apprentissage. On sait par ailleurs que l'expérience musicale du tout petit n'est pas seulement sonore, elle est liée aussi au mouvement corporel et à ces expériences d'être en rythme ensemble, qui ne sont pas du tout réservées à l'arrivée d'une danseuse dans la crèche, mais qui sont en fait des expériences du quotidien. C'est un peu comme ce que je disais quand on prend un bébé dans ses bras, il y a déjà une micro-danse. D'ailleurs, quand on est debout face à la gravité du sol, on est tous en train de danser, et un adulte qui marche sans trop de soucis dans sa tête et marche avec beaucoup de grâce. Enfin, on retrouve dans ces petits endroits de la banalité de la vie quotidienne, en fait, des éléments esthétiques, si on veut bien élargir la définition. Donc la synchronie interpersonnelle, c'est une expérience quotidienne pour le bébé. On sait que le fait d'être en synchronie avec quelqu'un va favoriser chez le bébé des conduites qu'on appelle prosociales. Donc le fait d'aider quelqu'un d'autre ou de coopérer avec un autre enfant. On sait aussi que les bébés se servent de leur connaissance musicale pour s'orienter dans leur milieu social. Donc ils vont par exemple regarder plus quelqu'un qui chante une chanson qu'ils connaissent. Donc voilà, c'est vraiment un moyen d'entrer en relation avec le bébé qui est assez puissant et qui est peut-être sous-utilisé parfois. On peut passer à la suivante.
Alors oui, je voulais quand même parler de la lecture qui est en elle-même la voix qui lit un texte, parce qu'elle est rythmée et mélodieuse, est en elle-même une proposition esthétique qui va attirer cette attention particulière. Mais il faut aussi quand même souligner à quel point les albums sont des objets d'art et qui sont la plupart du temps adaptés aux tout petits. Et là, je rebondirai sur ce que disait ce matin Sophie Marinopoulos sur les connaissances qui viennent non seulement des professionnels de terrain qui sont au quotidien avec les bébés, mais aussi des artistes qui travaillent avec les bébés et qui font une véritable recherche. Et je pense que c'est extrêmement enrichissant de travailler, que des scientifiques et des artistes travaillent ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. J'en parlerai rapidement à la fin. Voilà, donc les auteurs, les illustrateurs connaissent bien les bébés et ils vont faire des propositions qui sont attentives au rythme, aux sonorités du texte, aussi aux correspondances entre texte et image, à la composition même des couleurs, à la composition des éléments dans les images, aux matières, on y fait de plus en plus attention, et voilà, et évidemment, ce sont des textes qui sont faits pour être lus à voix haute. Alors sur la lecture, c'est à quel point on sait que la lecture a des bénéfices importants pour le développement du langage. Il commence à y avoir des connaissances scientifiques là-dessus, mais à quel point est-ce que la lecture suscite aussi cette attention proprement esthétique? Là, je ne peux pas dire qu'on ait des recherches très poussées là-dessus, mais ça viendra. Donc je vous disais qu'on sait pas mal de choses sur l'expérience musicale du tout petit. À quel point cette expérience musicale est esthétique, c'est un peu flou, mais oui, c'est vrai que les tout petits préfèrent aussi les musiques que les adultes préfèrent. Mais est-ce que c'est parce qu'ils les écoutent plus souvent, parce qu'il y a vraiment une expérience esthétique à proprement parler? Encore, on ne sait pas. Mais sur l'art visuel, on a très très peu d'études, mais quand même quelques éléments. Alors c'est un peu étrange, mais les bébés préfèrent Picasso à Monet. Donc, heureusement, ici on est au Pompidou, il serait bien servi. Donc les bébés entre 6 et 10 mois vont discriminer les œuvres, ils peuvent catégoriser les œuvres de Monet et de Picasso, et en plus ils vont de manière assez robuste préférer les œuvres de Picasso. Alors pourquoi? Il y a plein d'explications, mais ce n'est pas très très clair dans la littérature, à vrai dire. C'est une histoire de contraste, de définition, de frontières, puisque il y a évidemment un chevauchement entre l'attrait esthétique et les besoins cognitifs du bébé. Donc l'esthétique fait partie du développement cognitif, à vrai dire. C'est pour ça qu'ils vont préférer Picasso à Monet. Alors on sait aussi, alors moi ça m'étonne beaucoup, que les bébés préfèrent des œuvres originales aux œuvres factices. Donc quand on modifie une œuvre d'art, on prend une œuvre d'un musée, on modifie quelques éléments, ils vont préférer l'original. C'est très étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelque chose dans l'intentionnalité. Les philosophes de l'art sont très intéressés par cette question d'intentionnalité perceptible. Et peut-être que c'est un peu comme le mouvement biologique. Ils vont, dans des différences assez subtiles, percevoir l'intentionnalité du mouvement, l'intentionnalité là de l'artiste. On peut passer à la suivante. Voilà, donc pour un rapide résumé sur les préférences esthétiques. Donc préférence pour les visages attractifs, pour les mélodies que les adultes préfèrent, pour certains types de tableaux. Alors là, on a moins de recherches sur le spectacle vivant, mais il y en a quand même quelques-unes qui montrent que les bébés sont très attentifs, un peu comme la musique soutient l'attention du tout petit. Et dans un spectacle vivant, les bébés sont très attentifs non seulement à ce qui se passe, c'est-à-dire à la proposition des artistes, mais aussi aux autres adultes. Ils vont regarder plus souvent leurs parents qui sont avec eux. Voilà. Et puis on sait qu'il y a donc une attention aussi plus soutenue aux histoires lues et racontées. Et on peut passer à la suivante. Alors si on veut essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi cette attention esthétique peut-être existe chez le bébé, c'est important de regarder ce qu'on sait sur le développement sensoriel
Et je vais aller un peu vite, mais la notion d'esthétique, ça a été rappelé ce matin, je crois. La définition grecque du mot esthétique renvoie au terme aesthesis, qui veut dire expérience de perception sensorielle. Donc, associé aussi pour les Grecs à la notion d'intelligence et à une intelligence par le sentir. Une intelligence qui n'est pas associée nécessairement à la raison, mais au fait de sentir, de percevoir par la sensation. Alors on sait, et là où il y a eu des découvertes immenses ces derniers temps sur la sensorialité, non seulement les sens fonctionnent tous très très bien, ils fonctionnent ensemble, mais en plus, et c'est heureusement parce que ça permet au bébé évidemment de percevoir la première personne qui va voir, en général c'est la mère, comme quelqu'un qui a une odeur, une expérience tactile, qui a un visage et qui émet du son, et tout ça forme un tout. C'est un tout bien intégré pour le bébé, heureusement. Mais en plus, on a découvert ces dernières années que les bébés font des liens très étonnants. Alors par exemple, ils vont remarquer une correspondance entre une hauteur de son élevée et une luminosité importante. Donc dans leur environnement, ils sont constamment en train de relier des phénomènes dans des modalités diverses. Donc ils font appel à l'audition, au toucher, à l'expérience visuelle. Et ils vont relier voilà, un objet pointu avec un son aigu, par exemple. Alors on est en train, ça fait quelques années qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus, on est en train de découvrir toutes ces correspondances intersensorielles très précoces, comme si les sens vraiment se répondent. Et ce qui a amené, on peut passer à la diapo suivante, ce qui amène à penser que peut-être que les bébés sont synesthètes. La diapo suivante, voilà. Et c'est une proposition qui a été faite déjà dans les années 90 par une chercheuse canadienne. Donc l'idée, c'est que les bébés seraient, en fait, perçoivent le monde avec tous les sens en même temps. Donc une expérience suscite une perception dans plusieurs sens. Donc, la perception visuelle suscite en même temps une perception auditive ou tactile ou olfactive. Alors c'est très compliqué parce qu'en même temps les sens ne sont pas mélangés. C'est pas un grand mélange non discriminé. Au contraire, ils sont capables de discriminer finement entre les sens. Mais il s'agit vraiment d'une sorte de tissage très élaboré entre les sens qui se répondent de manière séquentielle aussi. Donc peut-être que l'expérience esthétique est intimement liée à cette capacité sensorielle spécifique du bébé qui l'amène vers une attention qui est à la fois sociale et tournée vers l'environnement. Et j'ai ma dernière diapo, je crois. J'ai très rapidement. Dernière diapo. Ouais, non, c'est pas la dernière, mais je vais passer très très vite pour dire le milieu naturel, évidemment, est un milieu extraordinairement coordonné. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que là, ça va trop vite quand même. Non, là, c'est en avant. Voilà. Le milieu naturel, on commence à étudier la manière dont le bébé perçoit toutes ces relations complexes autour de lui dans un environnement naturel où les objets, les autres êtres vivants s'organisent les uns par rapport aux autres. Comment est-ce que le bébé perçoit ça? Est-ce que ce n'est pas là encore une question d'esthétique? Est-ce qu'il n'y a pas la même sorte d'attention qui est recrutée donc, chez les bébés? Et là, on peut passer à la suivante, juste pour finir sur voilà, l'expérience esthétique des bébés. Peut-être que dans un premier temps, au début de la vie, on n'a pas une expérience qui est liée aux connaissances culturelles, aux significations des œuvres d'art. Donc nous, quand on va au musée, évidemment, on arrive avec des attentes extrêmement élaborées. Les bébés arrivent peut-être déjà juste avec une aesthésis, c'est-à-dire une sensorialité, corporéité qui les amène à une attention d'où naît l'expérience esthétique de l'adulte, qui implique aussi l'émotion, l'évaluation. Et puis je voulais juste terminer sur ces deux projets sur lesquels je travaille en ce moment. Donc la dernière diapo,
diapo suivante. Voilà, donc j'étudie avec Vincent Vergogne, qui est ici, et sa compagnie Les Deux Mains qui chantent, les atmosphères forestières. Et je ne vais pas en dire plus, mais voilà, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à cette notion d'atmosphère et que j'étudie aussi la diapo suivante dans un autre contexte qui est la diapo suivante. Voilà, au SAJ L'Envol à la Courneuve, donc c'est un projet là qui est financé par la DRAC et par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, où des artistes de la compagnie Les Bruits de la Lanterne ont fabriqué une cabane à atmosphère. Et là aussi, l'objectif, c'est de créer des espaces atmosphériques. Et ce n'est pas juste un espace et ce n'est pas juste des objets, justement. C'est autre chose. Ce sont des espaces qui favorisent les liens, le partage de ce qu'on pourrait nommer la beauté. Voilà. Et je voudrais juste conclure avec cette proposition que la beauté ne réside pas dans les objets et dans les espaces. D'ailleurs, on devrait arrêter de penser les espaces comme des contenants et les objets comme des objets esthétiques avec des attributs esthétiques, mais plutôt penser l'attention esthétique comme étant avant tout relationnelle, située dans des milieux qui sont vivants, qui sont pleins de relations et de rapports que les bébés captent bien et grâce auxquels ils vont se mettre en relation avec les autres. Donc voilà, faire attention non pas seulement aux espaces et aux objets, mais aux atmosphères qui s'en dégagent. C'est ma proposition. Merci beaucoup. Oui, bonjour et merci. Donc, je suis Antonin Mérieux, coordinateur de l'Association des ludothèques françaises et psychologue clinicien. Alors, ce que vous dites est très intéressant, c'est de voir que les bébés ont un sens esthétique, qu'ils ont des préférences. Mais ma question serait, est-ce que parce que les bébés ont des préférences, il faut forcément aller dans le sens de ces préférences ? Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui seraient disgracieuses, par exemple, devraient être éloignées de la portée des bébés ? Parce que ça poserait problème. C'est-à-dire qu'il y a toute une question aussi d'enjeu de sensibilisation au monde réel, à la diversité de ce qui existe. Et donc, comment finalement faire la part des choses entre à la fois se saisir de cette préférence esthétique sans pour autant créer un univers normatif et déconnecté du réel. Oui, alors, alors les personnes disgracieuses, je crois qu'il faudrait définir ce qu'on entend par disgracieuse pour un bébé. Est-ce qu'il y a un risque d'aller vers du normatif en allant vers ce que les bébés préfèrent ? Alors, les bébés s'ennuient assez vite. Donc, si on leur présente de manière répétée ce qu'ils préfèrent, eux-mêmes vont aller chercher le différent. En fait, ils se situent toujours à la frontière entre le même et le différent, les bébés. C'est un peu pour ça qu'ils aiment la musique, parce que la musique, c'est justement une proposition qui permet de repérer les régularités et de trouver du plaisir dans la différence, voire dans ce qui est inattendu. Donc, ouais, ce que les bébés préfèrent, c'est un équilibre entre l'attendu et l'inattendu, justement. Mais je pense qu'il y a des limites et qu'on commence à les connaître, et qu'on les connaît quand on est en relation avec un bébé. D'ailleurs, on sait que là, quand on joue au jeu du coucou, on sait que là, c'est trop de surprises. Et puis là, c'est un peu ennuyeux. On sait comment doser. Et je crois que tous les artistes qui travaillent avec les bébés à partir de la relation avec le bébé et pas à partir de leur tête et de leurs idées d'adultes savent très bien doser. Moi, je suis épatée tout le temps quand je rencontre des artistes ou des auteurs qui arrivent à faire ça. Et je me dis, mais ils n'ont pas lu toutes ces recherches que moi je connais, comment ils savent ? Et bien la réponse est simple. Ils savent parce qu'ils sont attentifs. Ils partagent cette attention-là. Alors, est-ce que c'est une attention esthétique ? Je suis un peu moins provocatrice en proposant que c'est déjà esthétique. Je ne sais pas. On n'a pas beaucoup de recherches. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour. Charlotte Baron, je suis bibliothécaire. Moi, j'ai une question très naïve. Vous dites les bébés préfèrent, mais comment vous déterminez ce qu'un bébé préfère ? Est-ce que c'est juste parce qu'il fixe son attention plus longtemps sur quelque chose ? Est-ce que ça veut dire forcément qu'il préfère ou peut-être qu'il essaye de comprendre ? Enfin voilà, je ne sais pas. Ouais. Parce que pour moi, on est déjà dans l'interprétation quand on pose le terme de préférence. Donc voilà, je
cliniquement, comment vous faites brillante, c'est pas du tout naïf, c'est une excellente question qu'on se pose continuellement. Il y a des grands débats. Parce que, évidemment, on ne peut pas demander à un bébé ce qu'il préfère. On peut demander à un adulte, il peut dire. En même temps, l'adulte, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce qu'il nous dit? Pas toujours. Le bébé, nous, les chercheurs vont dire qu'il préfère simplement parce qu'il regarde plus longtemps. Alors, on a aussi des études qui vont étudier la surprise chez le bébé. Donc, on va étudier l'écart qu'il y a pour lui entre quelque chose d'attendu et d'inattendu, justement, pour savoir s'il discrimine, mais savoir s'il préfère, ça reste problématique. Oui, il y a des débats. Alors, on peut savoir s'ils préfèrent quelque chose parce que ça suscite chez eux une émotion positive. Et là où je pense qu'il va y avoir des progrès importants, il y a des travaux récents sur ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, mais l'interoception. On commence à pouvoir étudier la perception qu'on a de notre propre corps de l'intérieur au niveau neuronal. Et peut-être que là, on saura, parce que c'est un peu compliqué, mais la préférence, c'est peut-être lié vraiment à un état affectif et un état de bien-être. Bien-être est un mot un peu bizarre, mais d'équilibre homéostasique. On est bien quand on est en homéostasie. C'est quand on a bien mangé, quand on est reposé, quand on est serein.